Jean-Marie Laplante, maire de la municipalité du village de Roxton Falls. Je suis maire de Roxton Falls, de la municipalité du village de Roxton Falls depuis 21 ans. Oui, on a vu passer beaucoup de choses, on a vu passer beaucoup de développement, donc on est sur une bonne voie, ça va bien Roxton. Depuis 1863, donc ça fait pas mal longtemps que la municipalité existe. D'ailleurs, Pierre, mon ami Pierre, va vous en parler tantôt. Il a fait beaucoup de recherches là-dessus pour pouvoir vous informer largement. Actuellement, 1378 villages de Roxton Falls. Les principales industries sont actuellement, il y a Shearex, il y a aussi une nouvelle compagnie qui s'appelle MB, je crois, qui vient de s'installer. On a une nouvelle compagnie aussi qui s'en vient, qui vont faire de la peinture en poudre. On a une nouvelle industrie ici qui s'en vient aussi, qui vont faire des armoires de cuisine. Malheureusement, on a perdu Roski, qui avait une centaine d'employés. Mais, comme vous pouvez voir, il y a d'autres entreprises qui viennent s'installer, puis on va en avoir d'autres. On a beaucoup de nouveaux développements qui s'en viennent aussi. On a un projet résidentiel, environ 82 terrains qui vont être à développer. On a déjà une entente avec un promoteur qui va faire ce projet-là. Cédulé probablement pour 2025, donc toutes les choses vont être prêtes. Il faut quand même faire les rues, et ainsi de suite. Donc ça va être un beau projet. On a un autre projet aussi de multi-logement avec un autre promoteur qui est sur les voies aussi, qui devrait se concrétiser d'ici la fin d'année 2024. Bien entendu pour commencer au début de 2025 aussi. Ça, c'est pour environ 54 logements. Donc, il y a des beaux projets de développement résidentiel qui s'en viennent là. Oui, on a beaucoup de services. On est chanceux pour une petite municipalité comme la nôtre. Comme vous avez pu voir ici, on a la pharmacie qui est à côté de nous, on a une belle épicerie, on a un dépanneur avec station de gaz. On vous parlez de l'école, on a une très belle école. D'ailleurs, la commission scolaire vient d'investir au-dessus de 6 millions dans notre école, agrandissement, géothermie et ainsi de suite. Donc, on est prêt à recevoir d'autres enfants là, quand les besoins vont se faire sentir. Et puis, à part ça, on a le service incendie, on a les loisirs, on a une très belle équipe de loisirs avec une multitude d'activités. On a un CPE aussi, qui est dans la municipalité, 28 places, je pense. Là. Donc, on a beaucoup de services pour une petite municipalité comme la nôtre. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que le développement va suivre avec ça. Là. Je pense que c'est la qualité de vie, la tranquillité, la qualité de vie. Puis on a nos terrains, on a des beaux espaces, si vous voulez. Justement, là, on a fait un projet de développement résidentiel nous-mêmes, la municipalité. On a 18 terrains, je pense qu'on a fini récemment. Là. Ils sont tous construits, mais les gens viennent ici parce qu'ils veulent. On a des services, une belle qualité de vie, c'est tranquille. Puis je pense que les gens, parce que pratiquement tous les gens qui s'en viennent actuellement viennent tous de la Rive-Sud. Donc, il faut croire qu'on est attrayant. On a beaucoup d'ententes aussi quand on parle de loisirs avec la ville d'Actonville, qui est à 10 minutes de chez nous. Donc, vous savez, il n'y a pas grand lumière rouge, c'est pas mal plus rapide qu'à Montréal, je dirais, de ce temps-là. Là. Puis on est quand même à 20-25 minutes de Granby, 30-35 minutes de Drummondville, Saint-Hyacinthe, à peu près la même chose. Donc, on est dans le centre de tout ça. Bien, nous, au niveau des attraits touristiques, on en a un peu, mais c'est pas nos gros enjeux, là, si vous voulez, parce qu'on n'a pas de lac, on n'a pas de montagne, mais on a du bon monde. Donc, ça, je pense que c'est un de nos plus beaux attraits. On a quand même les chutes ici, dans le milieu du village de Roxton Falls aussi, là, qui est un bel attrait. On a la piste cyclable, qui est un attrait touristique important, c'est la route verte en passant, là. La campagnarde qu'on appelle, qui part de Drummondville, puis qui s'en va jusqu'aux limites de Granby, mais après ça, elle continue jusqu'aux États-Unis, un peu partout. Là. Donc ça, c'est un des gros attraits touristiques, c'est la piste cyclable. Puis en même temps, l'hiver, c'est la même piste qui sert pour les motoneiges. Et en parallèle, la piste pour les VTT aussi. Donc, il y a beaucoup d'attraits semblables là, qui est attirant. Ça fait du va-et-vient. Ah, ben moi, je vois beaucoup. Je vois, comme je l'ai dit, avec les projets qu'on a, c'est certain qu'on a un projet de développement important. On continue à travailler bien fort pour essayer d'attirer d'autres entreprises, bien entendu. Mais moi, je vois l'avenir très beau, des très belles organisations. Je suis très optimiste pour le développement de Roxton Falls.
on va continuer à grandir. S'ils n'ont pas visité Roxton, c'est sûr qu'il manque quelque chose, parce c'est une belle petite municipalité. Une belle municipalité qui offre, comme j'ai dit tantôt, beaucoup de services. Mais moi, j'invite les gens à venir parce que quand je rencontre du monde de l'extérieur et qui passe à Roxton, je pense que tout le monde dit hey, c'est donc un beau petit village, il y a du service. D'ailleurs, il y a un camping dans la municipalité voisine, ici, puis les gens qui ils viennent au village puis ils disent mais hey, c'est tranquille, c'est le fun, on a tous des services à proximité. Fait que, oui, pour l'avenir, je vois ça bien, puis je dis au monde, venez nous voir, vous allez adorer le coin, puis vous allez pouvoir vous installer. Bonjour, mon nom est Pierre Larivière. Je suis un citoyen de Roxton Falls, retraité. Je me suis toujours intéressé à l'histoire en général. Et je trouve que c'est important de comprendre notre histoire. C'est important de savoir d'où on vient. Ça nous fait une attache. Fait que je me suis progressivement intéressé à l'histoire de Roxton. Puis en fouillant, tu trouves un paquet de documents intéressants qui montrent que, bon, avant nous, il y a eu des choses, puis tu t'aperçois que ce qui s'est passé il y a 100, 150 ans, mais c'est très actuel encore. Hein? C'est les mêmes problèmes. Les gens ont changé, mais l'esprit est le même, et puis c'est les mêmes conflits, c'est les mêmes choses intéressantes. C'est ça qui fait que l'histoire, c'est très, très riche. Et puis quand on connaît l'histoire, on comprend mieux comment que ça se passe aujourd'hui. Puis c'est nos origines. Il faut savoir d'où on vient. Bon, le slogan « La chute aux 1000 trésors », ça a été créé, ce slogan-là, au moment de la petite séduction qui a eu lieu à Roxton Falls il y a quelques années. Et à ce moment-là, c'est comme la petite séduction avait lieu sur le site des chutes, et autour des chutes, il y a beaucoup d'éléments intéressants. C'est là qu'on a décidé de choisir le nom « La chute aux 1000 trésors ». Pour comprendre l'histoire de Roxton Falls, il faut comprendre l'histoire du canton de Roxton, puis plus largement l'histoire des cantons de l'Est. C'est quand les cantons de l'Est ont été définis en 1792, le canton de Roxton en faisait partie. Puis d'ailleurs, c'est un canton tout à fait typique de la description des cantons parce qu'il fait exactement un carré de 10 000 par 10 000, ce qui était à l'origine des cantons. Les cantons de l'Est, à ce moment-là, plus particulièrement la région de Roxton, est une région de chasse pour les Autochtones Abénaquis. C'est eux qui utilisaient le territoire, mais pour la chasse seulement. Évidemment, comme c'était un territoire de chasse, c'était un territoire qui était très, très boisé, avec des rivières, des collines, tout ça. C'était pas un territoire facilement accessible. Les premiers écrits qu'on a sur le territoire, ça remonte à 1802, quand il y a eu les premiers surveilleurs, les premiers arpenteurs, qui sont venus évaluer le potentiel du territoire. Ils ont commencé par la partie sud, en 1802. Le territoire était divisé le canton était divisé comme tous les autres en rangs. C'est pour ça qu'il y a toujours 11 rangs dans les cantons. Et chaque rang était divisé en lots. Il y a 28 lots par rang, tous des lots d'à peu près 200 acres. La partie sud du canton de Roxton est celle qui s'est développée en premier. Elle était plus facilement accessible parce que plus près de la plaine du Saint-Laurent. Et en 1809, il y a eu la partie nord qui a été faite là où on est présentement. C'est-à-dire là où le village de Roxton est installé et là où la municipalité du canton de Roxton est installée. Et d'ailleurs, quand on lit le rapport des arpenteurs, ils mentionnent évidemment les cours d'eau, la rivière, mais ils mentionnent aussi la forêt qui est très riche à ce moment-là. Beaucoup de forêts, de bois francs, de la pruche, grande richesse forestière. Un accès difficile. On mentionne aussi beaucoup de petits monticules rocheux, ce qui ne rend pas la venue facile. Puis on mentionne également, il y a beaucoup de marécages dans la région. Quand on regarde les anciennes cartes, on s'aperçoit effectivement qu'il y avait beaucoup de marécages, beaucoup de boisés et tout ça. Donc, ce n'était pas un territoire qui était facile d'accès. Le territoire s'est développé autour des années 1830 à peu près. Les premiers échos qu'on a, là, quand on regarde les cartes qui datent de 1925, on voit le territoire, mais tout ce qu'on voit à Roxton Falls, c'est un carré où c'est marqué en anglais « Village futur ».
Le carré est à peu près situé où va être situé Roxton Falls présentement. Et c'est tout ce qu'il y a à l'époque. Dans les années 1830, il commence à s'acheter des terrains un peu. Un des premiers terrains qui a été acheté en 1832, c'est celui sur l'île au milieu du village. Et pourquoi l'île au milieu du village? C'est que l'île, de chaque côté, il y a une chute. Et à ce moment-là, rappelons-nous, au 19e siècle, l'importance du pouvoir d'eau pour développer une municipalité, parce que vous pouvez établir des moulins à farine, des moulins à scie, tout ça. Donc, le premier achat qu'on voit, c'est un notaire de la région de Chambly qui a acheté, c'était sûrement un spéculateur, qui a acheté en 1932 l'île actuellement. Et les vrais développements se sont faits entre 1834 et 1840, ça a commencé, lorsque la compagnie British American Land, la compagnie de développement des terres créée à Londres et qui s'est implantée pour le développement des cantons de l'Est, a commencé à vendre des terrains. L'idée au départ, c'était de vendre des terrains pour occupation par les Britanniques, par les colons britanniques ou par les Américains. Ils n'étaient pas trop intéressés à ce que les Canadiens français s'établissent dans les cantons de l'Est. À ce moment-là, c'était les Anglais qu'on favorisait. Malheureusement pour eux autres, les Anglais ne voulaient pas venir beaucoup. Il y en a quelques-uns qui sont venus, mais pas beaucoup. La compagnie BALT, le British American Land, avait d'ailleurs construit un moulin à farine sur l'île, qui ont vendu à un monsieur Cook dans les années 1840. Mais ça ne s'est pas vraiment développé. C'était le problème des accès. Il n'y avait pas vraiment d'accès. Le premier rapport qu'on a de l'abbé Leblond, qui a fait, à la demande de son évêque, une vérification pour établir une paroisse à Roxton Falls, mentionne tout le long de son rapport la difficulté d'accès à cause des marécages à traverser, à cause des forêts difficiles d'accès, puis le manque de route. Il arrivait à ce moment-là par Milton. Et c'était le gros problème, c'était l'accès. Parce que Roxton Falls, c'est pas un village qui s'est créé le long d'une route ou le long d'une rivière. C'est un village qui s'est créé à cause des chutes. C'est complètement différent de plusieurs autres villages au Québec qui se développent le long des voies d'eau ou qui se développent... D'ailleurs, on le voit par la topographie du village. C'est vraiment un village qui a été développé comme tel, celui-là. En fait, comme la colonisation anglaise, c'était pas fameux, et puis évidemment, la Balque, eux autres, il fallait qu'ils vendent des terres, parce que eux, c'est des spéculateurs. L'idée, c'était de vendre des terres. Pour vendre des terres, il y avait l'obligation de bâtir des routes, il y avait l'obligation d'installer des moulins et tout ça. Ils ont commencé à Roxton, et comme ça ne fonctionnait pas très bien, au même moment, il y avait un problème au Québec avec les francophones qui n'avaient plus vraiment de place pour s'établir, parce que les Français, les francophones sont établis le long du Saint-Laurent, dans la vallée du Saint-Laurent, dans les seigneuries. Mais là, les seigneuries, il n'y avait plus beaucoup de place pour les enfants, puis c'était des familles nombreuses. Là, il y avait donc des enfants qui quittaient le pays pour aller aux États-Unis, aller travailler aux États-Unis. Et ça ne faisait pas l'affaire, évidemment. À ce moment-là, le même problème, les Anglais avaient un problème de vendre le terre, et puis les Québécois francophones avaient un problème d'avoir des espaces. Les deux ont convenu qu'ils pouvaient avoir la même solution. Et il y a eu un organisme qui s'est créé à ce moment-là, qui s'appelait l'Association pour le développement canadien des townships. L'idée était de développer des paroisses canadiennes-françaises dans les townships, ce qui ne se faisait pas avant parce que c'était réservé aux Anglais. Et c'est Monseigneur Bourget, à ce moment-là, de Montréal, l'évêque de Montréal, qui a travaillé pour fonder cette association-là avec M. Papineau, qui n'était pas un de ses amis, là, parce que les deux étaient des opposés politiques très vigoureux un contre l'autre. Mais ils se sont entendus et ils ont dit on va faire un test, on va prendre la Roxton comme test, projet pilote. Roxton était un projet pilote. C'est là que l'abbé Leblond est venu explorer Roxton en 1848 pour s'apercevoir qu'il y a du potentiel, mais c'est très difficile d'accès. Il y a juste M. Cook installé avec quelques-uns dans le village, mais qui a un très beau potentiel. Entre autres, il mentionnait les chutes, qui offraient une puissance importante là, pour établir des industries. Et à ce moment-là, l'association a créé le village de Roxton Falls, qui à l'époque s'appelait Metcalfe. Parce que la compagnie Balk avait créé un petit hameau qui s'appelait Metcalfe, qui était ici, au centre du village, et qui ne se développait pas beaucoup.
Et là, rapidement, quand l'abbé Leblond est revenu en 1949 pour faire l'inventaire de ce qui s'était passé, il s'est rendu compte que le village, vraiment, ça avait, avec les Canadiens français, ça avait pris de l'ampleur. En 1949, il y avait déjà une quinzaine de familles d'établis. Il y avait aussi 330 personnes sur le territoire qui étaient établies, ce qui était beaucoup en l'espace d'un an à peu près. Puis là, ça commençait l'arrivée des Canadiens français. Ce qui est intéressant de noter, c'est que comme c'est un village qui a été créé d'abord sur le papier, c'est une configuration de village très particulière parce que c'est un village qui est très bien designé. Les rues sont larges, les rues sont à angle droit. Ça a été vraiment fait, ça a été pensé. Il y avait même à l'époque, en 1949, un plan d'urbanisme pour le village qui avait divisé les lots en lots de ville, qui appelait des petits lots, en lots de faubourg, qui étaient un peu plus grands à l'extérieur du village, puis en petites fermes. Et tout ça était bien défini, bien cadastré. Et même dans les normes, on obligeait les gens, quand ils achetaient un lot, à planter des arbres tout le long de la rue. C'était vraiment pensé là, comme on pourrait le faire aujourd'hui. Et ça s'est développé assez rapidement. C'est M. Galt, à ce moment-là, qui était le directeur de la compagnie Balk. Galt, d'ailleurs, il y a une rue à Sherbrooke à son nom, la rue Galt. Et M. Galt, lui, pour aider justement à mousser le développement du village, il a donné à l'Église un grand terrain, là où l'Église est construite actuellement. Et il a donné aussi un terrain de 100 acres pour faire vivre le curé. Fait que ça a commencé à créer une espèce d'intérêt. Et là, le village s'est progressivement développé assez rapidement dans les années 50. Là, ça s'est vraiment développé. Il y avait beaucoup d'intérêt. Et puis là, ça a commencé, la population a commencé à arriver. Oui, parce qu'en 1949, selon le rapport de l'abbé Leblond, il mentionne que la compagnie avait terminé le chemin, qui donnait un accès beaucoup plus facile au village. En 1951, la compagnie a investi beaucoup d'argent aussi, particulièrement M. Gall, pour développer le chemin vers Actonville. C'est un chemin en bois qui était ponté en bois, aller jusqu'à Actonville. Donc, ils ont commencé à développer le village dans les années 50. Et c'est l'arrivée des francophones là, qui a vraiment moussé ça. L'industrie, à ce moment-là, il y avait des moulins, effectivement, mais dans les années 1850 à 1880 à peu près, les grosses industries, c'était les tanneries. Il y a eu à Roxton Falls 2 tanneries extrêmement importantes. Il y en a une des Américains, de la famille Shaw, qui a développé une tannerie sur la rive droite de la rivière. Et c'est une tannerie importante qui employait jusqu'à une centaine d'employés. Et de l'autre côté de la rivière, il y a une autre tannerie, la compagnie de M. Wood. D'ailleurs, M. Wood était le premier maire du village et il y avait sa tannerie, lui, qui avait environ 35 à 40 employés. Pourquoi les tanneries à Roxton? Il y avait 2 raisons. D'abord, il y avait le pouvoir d'eau, ça c'est précieux, le pouvoir d'eau. Il y avait les moulins à farine déjà, mais il y avait le moulin à scie, il y avait les tanneries, il y avait tout ça. Le pouvoir d'eau, c'était la richesse, là. Aujourd'hui, comme si on avait un puits de pétrole à Roxton, c'est le même principe. Et l'autre raison, c'est qu'il y avait beaucoup de pruches dans les régions de Roxton. Or, la pruche, à l'époque, servait au tanné du cuir. C'était les écorces de pruche qui étaient récupérées, mis avec de l'eau, puis on mettait ça dans des grands bassins, puis on mettait les pots là-dedans. La présence de la pruche a rendu les tanneries intéressantes. Et tant qu'il y a eu de la pruche, il y a eu des tanneries. Après ça, il a manqué de pruche, on a manqué de tanneries, ils sont partis tous les deux. Mais ça a donné quand même un sérieux coup d'essor. Évidemment, quand il y a des tanneries, il y a des industries connexes aussi, là, pour les pompes, pour toutes les choses qui s'établissent autour. Donc, c'était les principales industries au départ de Roxton. Plus tard, c'était le bois. Pourquoi le bois n'est pas venu en premier? Parce qu'on n'a pas de chemin de fer. Dans les années 40, le premier chemin de fer qui devait se bâtir, pas le premier au Québec, mais un des premiers, qui devait relier Montréal à Portland. L'idée d'un chemin de fer Montréal-Portland, c'est pour avoir accès à la mer 12 mois par année. Tandis que le Saint-Laurent est bloqué par l'hiver. Ça fait que l'idée, c'est de bâtir un chemin de fer qui allait jusqu'à Portland. Il devait passer à Roxton, en principe, selon la Balk, dans les années 40. Ça fait que ça les intéressait beaucoup de développer Roxton. Mais il a passé à Acton, finalement.
qui est à environ une dizaine de kilomètres de Roxton. Et ça a bloqué un peu le développement de Roxton parce que ces 10 kilomètres-là à franchir pour transporter le bois, c'est pas payant. Fait que c'était en 1879, avant qu'un chemin de fer relie Roxton. Et c'est ça qui a ralenti. À partir de 1979, là, il y a eu beaucoup de développement forestier qui s'est fait parce que là, on pouvait sortir le bois assez facilement par les chemins de fer. Le nom de la Rivière-Noire, c'était vraiment le nom Abénaquis. Sur les anciennes cartes, c'est Black River, là, évidemment, et on a gardé le nom, mais c'est vraiment les Indiens qui l'appelaient Rivière-Noire. Pour quelles raisons? Il y a plusieurs raisons qu'on peut appeler une rivière noire. Là. Entre autres, souvent, ça dépend du fond qu'elle traverse. Là. Puis il y a certains minéraux qui peuvent donner une teinte à l'eau, mais c'est probablement la raison pourquoi ça s'appelait rivière noire. Mais le nom est depuis les origines Abénaquis, c'est rivière noire. On n'a pas beaucoup de documentation sur les tiges. On a un peu de documentation sur les tiges. On sait qu'il y en a eu à cause de la drave, parce qu'il se faisait beaucoup de drave à partir en haut de la rivière, dans la région de Sainte-Marie, dans le canton d'Ilaille, le canton voisin. Et évidemment, quand ces débâcles-là arrivaient, parce que le bois était entreposé, puis ça sortait au printemps avec la débâcle sur la rivière, ça causait des dommages. Fait que ça a fait des problèmes. Il y a eu d'autres problèmes aussi sur l'utilisation des pouvoirs d'eau. Parce que d'abord, vous en avez sur l'île, il y a un pouvoir d'eau chaque bord. Fait qu'il y en a un prioritaire, puis il y en a un secondaire. Parce qu'il y en a un qui a le droit d'eau en premier, puis l'autre a le droit d'eau en deuxième. C'est défini par contrat, toutes ces affaires-là. Fait que ça a été beaucoup de contrats. Et à l'époque, les anciennes cartes, il y avait même un troisième bras de rivière au milieu de l'île. Il y avait un petit bras de rivière étroit au milieu de l'île. Fait qu'il y avait donc 3 pouvoirs d'eau, plus les pouvoirs d'eau en bas puis en haut. Fait que c'est sûr que il y a eu beaucoup de litiges puis beaucoup de discussions autour de comment utiliser l'eau. D'ailleurs, les pouvoirs d'eau sont notés dans les contrats. Là. Ils appartiennent aux riverains. C'est connu, ça, ces pouvoirs d'eau. Les vieux documents de la BALC mentionnent les pouvoirs d'eau. Lequel est prioritaire, lequel est secondaire. Puis celui qui est secondaire, il a le droit à telle utilisation d'eau en période de sécheresse. Ça a toujours été très important parce que c'était la source d'énergie. Hein? Il y avait la vapeur à un moment donné. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui utilisaient la vapeur ici, mais il y a eu le pouvoir d'eau comme démarreur. Oui, les chutes, évidemment, sont toujours là. Les chutes sont là. Et la Rivière-Noire demeure. D'ailleurs, on voit beaucoup de vidéos qui sont faites sur la Rivière-Noire. C'est un endroit qui est absolument magnifique, là. Pas juste au niveau des chutes, mais tout le long de la rivière. C'est une rivière qui n'est pas vraiment navigable, mais qui est flottable. C'est-à-dire qu'on peut faire la drave, mais naviguer, c'est pas évident. Mais c'est un panorama magnifique, la Rivière-Noire.